Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode de cette série de 12 vidéos. C'est tout simplement une formation de trading pour débutants que nous mettons à disposition sur YouTube. Si vous arrivez à cette 7e vidéo sans avoir vu les précédentes, je vous invite à les regarder dans l'ordre chronologique. Bien évidemment, ce sont des vidéos qui se suivent. Donc, il est possible que je traite d'informations dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ce sont des vidéos qui sont à regarder dans l'ordre chronologique. Donc là, on en est à la 7e vidéo. Et dans celle-ci, dans cette vidéo et dans la suivante, on va parler pas mal d'analyse technique. C'est une notion qu'on a déjà abordée. L'analyse technique, c'est un type d'analyse où tout simplement nous regardons l'évolution des graphiques et nous essayons de mettre en place des stratégies grâce au graphique boursier et grâce au chandelier japonais. Donc on a déjà parlé d'analyse technique, notamment quand j'ai évoqué la théorie d'eau, quand j'ai évoqué les supports, les résistances. Dans la dernière vidéo également, quand j'ai parlé des contextes, trader un range, cassure de range, continuation de range, les tendances, les contre-tendances, tout ça, finalement j'étais obligé de me référer à des notions d'analyse technique. Et donc on a déjà introduit cette notion-là. Dans cette vidéo et dans la suivante, je vais tout simplement aborder les deux grandes familles d'analyse technique. Il y a deux manières en fait tout simplement de mettre en place de l'analyse technique et d'utiliser des éléments d'analyse technique pour créer des stratégies trading. Il y a une première famille avec des indicateurs techniques et il y a une deuxième famille qu'on appellera le price action. Et donc dans ces deux vidéos, je vais vous présenter un petit peu la philosophie générale de ces deux familles. Alors bien évidemment, je ne vais pas être complet et exhaustif sur les indicateurs techniques et sur le price action parce que tout simplement en une vidéo ça serait pas possible, mais je pense pas que il y a un intérêt finalement à être complet. Je pense que le but étant vraiment de comprendre la philosophie, la différence de philosophie entre trader avec des indicateurs techniques et trader avec le price action. Comme ça, ça va vous permettre tout simplement, vous de votre côté, de choisir peut-être la famille qui vous convient le mieux. On verra également qu'il n'y a pas forcément un choix binaire à faire, mais que les deux sont complémentaires et peuvent être utilisés ensemble. Tout comme on peut également faire le choix d'utiliser que des indicateurs ou que du price action. Donc, vous savez, on s'intéresse à l'analyse technique. C'est l'outil que nous avons choisi pour trader en tant que trader pour compte propre, trader particulier. Et donc, quand on arrive sur les marchés et qu'on souhaite faire de l'analyse technique, on souhaite créer une stratégie de trading, on a deux familles. On a deux types de façons d'analyser, comme je le disais. On a la première avec des indicateurs techniques, ce qui va être l'objet de cette vidéo. Et puis on a une deuxième, ça s'appelle le price action, l'action du prix, l'analyse du prix. Appelez ça comme vous voulez. Price action, j'utilise ce mot parce que c'est un mot qui est très utilisé et peut-être que vous connaissez, que vous avez déjà entendu, que vous avez déjà rencontré dans votre parcours. C'est un mot un peu à la mode, mais de toute façon il résume assez bien l'action du prix, c'est-à-dire... On va voir, je ne vais pas rentrer dans les explications tout de suite, mais voilà, bref, il y a deux familles, indicateurs techniques, price action. Dans cette vidéo, on va parler de celle-ci, des indicateurs techniques, de leur fonctionnement, de leurs avantages, de leurs inconvénients, et puis quelles sont les familles d'indicateurs techniques, comment utiliser tout simplement les indicateurs techniques. Et dans la vidéo suivante, on ira tout simplement parler du price action, donc vidéo suivante qui aura lieu vendredi dans 2 jours normalement. Donc, aujourd'hui, on va parler des indicateurs techniques, de l'analyse par indicateur technique. Premièrement, comme je vous l'ai dit, ces deux familles-là, on n'est pas obligé de les opposer. Alors, je vais les opposer un petit peu dans cette vidéo, dans ces vidéos, pour vous montrer que ça s'utilise différemment, la philosophie derrière est différente, les avantages, les inconvénients ne sont pas les mêmes, voire sont même peut-être opposés l'un par rapport à l'autre. Mais c'est pas pour autant qu'on doit faire un choix binaire, soit j'utilise ça, soit j'utilise ça. On peut très bien avoir une stratégie hybride et la plupart des stratégies le sont. On a des éléments d'indicateurs techniques, on a des éléments du price action et on utilise tout simplement les deux. Après, dans certains types de trading, parfois on peut faire des choix un peu plus radicaux, utiliser que des indicateurs ou que du price action. Et en soi, comme je vous l'ai dit et que je vous le dis depuis le début de cette série de vidéos, il n'y a pas une façon d'arriver à un résultat, il n'y a pas une issue, il y a plusieurs issues. Donc, il n'y a pas un propos qui est plus vrai qu'un autre. Un trader qui trade qu'avec des indicateurs ou qu'avec du price action ou avec les deux, ce sont 3 traders qui auront raison dans tous les cas s'ils arrivent à être rentables finalement. Donc, peu importe un petit peu le moyen utilisé. Derrière, si on arrive à gagner, à générer de l'argent avec une stratégie fiable qui nous correspond, on n'a pas grand mot à dire finalement. Donc, les indicateurs techniques, qu'est-ce que c'est ?
Les indicateurs techniques, si je devais donner une définition un peu lourde, ce sont des outils basés sur une formule mathématique faite à partir du prix. Donc je pourrais l'écrire, il n'y a pas besoin parce que vous n'avez pas besoin plus de le savoir. En gros, ce sont des outils qui ont déjà été créés. On peut également créer des indicateurs techniques, mais bon, la plupart on utilise des indicateurs qui sont connus, reconnus, utilisés par tout le monde. Ils sont issus d'un calcul mathématique, d'une formule mathématique, et cette formule elle est basée sur le prix. Alors un indicateur technique que beaucoup de gens connaissent, c'est la moyenne mobile. Donc la moyenne mobile, on a une moyenne mobile simple, toute simple, on va la paramétrer sur 50, et puis qu'est-ce que c'est? C'est une représentation graphique, donc on a une courbe qui est ici en bleu, et cette courbe-là, elle fait un nouveau point à chaque chandelier japonais, donc son calcul est basé en fait sur les chandeliers, elle est basée sur le prix, et le calcul est simple, c'est une moyenne. Une moyenne sur les 50 derniers chandeliers. Le paramétrage c'est 50, je viens de mettre 50, donc c'est-à-dire qu'en gros, on fait une moyenne des 50 derniers chandeliers et il y a un point qui apparaît. Quand on va faire un nouveau chandelier, on va reprendre ce chandelier-là, il est 49e dernier chandelier, et on va refaire un nouveau point. Et quand on va lier ces points entre eux, ça va faire une courbe. Donc, l'indicateur technique, là, c'est la moyenne mobile. Cette représentation graphique, c'est cette courbe bleue. Et le calcul qui est derrière, c'est un calcul de moyenne. Donc, l'addition, alors ça dépend des moyennes mobiles, mais on va dire l'addition des clôtures de ces 50 chandeliers, divisé par 50. Et donc, on a une moyenne du prix sur les 50 derniers chandeliers. Donc, le 50e, il était où? Que je retrouve mon outil. Ici jusqu'au, voilà, ici, de ici à ici, le prix moyen, il est ici. C'est ce point bleu. Donc de ça à ça, on est monté, on est allé assez à des niveaux là, on est descendu, mais le prix moyen est ici. Et après, on fera un nouveau chandelier, le calcul changera un tout petit peu, alors pas drastiquement, parce qu'on n'aura qu'un point de plus, donc on aura 49 chandeliers identiques au calcul précédent, mais donc ça va évoluer tout doucement. Alors à quoi ça sert cet indicateur-là? On va voir qu'il y a plein d'indicateurs techniques différents et justement il y a des familles d'indicateurs pour nous mettre en avant des éléments différents. Celui-là, c'est un indicateur de tendance. Un indicateur de tendance qu'on peut utiliser également pour d'autres choses parfois, mais principalement un indicateur de tendance. Donc on verra, mais voilà, généralement, quand la moyenne mobile est orientée à la baisse et que le prix est sous la moyenne mobile, on aura une tendance baissière. Parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'on refait la moyenne, on a un point de plus en plus bas, on a un point de plus en plus bas, un point de plus en plus bas. Donc dès qu'on fait la moyenne, on a une courbe qui baisse. Donc cette moyenne mobile est baissière. Donc ça mettrait en avant la théorie, une tendance baissière. Une alternative à la théorie de dos. Vous savez, il y a quelques vidéos, je vous ai parlé de comment tout simplement savoir dans quelle phase de marché on est. Est-ce qu'on est dans un marché haussier, un marché baissier, un marché en range? On a utilisé la théorie de dos. C'est vrai que selon moi c'est le meilleur outil pour définir un mouvement en cours, la direction d'un mouvement en cours, mais il y a également des indicateurs qui peuvent très bien le faire. Et on va voir justement quand j'opposerai les avantages et les inconvénients que il y a également une utilité aussi à utiliser des indicateurs techniques parce que parfois c'est quand même très pratique. Donc ça, c'est la définition d'un indicateur technique. C'est un outil, c'est une représentation graphique qui a été fait grâce à un calcul mathématique. Et ce calcul mathématique, c'est tout simplement à utiliser tout simplement le prix en fait. Ils ont utilisé le prix. Donc on est dans de l'analyse technique. Des indicateurs techniques, combien il y en a? Il y en a des centaines, voire des milliers, voire une infinité. Finalement, des indicateurs techniques, c'est qu'un calcul mathématique. Donc on peut en faire une infinité. Après, est-ce qu'il y a besoin de tous les connaître? Absolument pas, parce qu'on va voir que quand on connaît les 10 principaux indicateurs techniques, on a rapidement fait le tour de 100 ou 200 indicateurs, parce qu'après il y a une redondance. Après on a des indicateurs, entre 3, 4, 5 indicateurs, on va voir qu'elles ont parfois ils ont plus ou moins, alors il y a des petites subtilités, mais il y a globalement une idée commune. Donc une fois qu'on connaît 8-10 indicateurs, on a fait le tour de tous les indicateurs. Après on va peut-être en découvrir un nouveau qui a été inventé par je sais pas qui, mais on verra que finalement c'est un indicateur tendance, bon il est un petit peu différent, mais globalement ça nous indique plus ou moins la même chose, le calcul est un peu différent, la représentation est également un peu différente, mais la philosophie est la même. Donc il y a beaucoup d'indicateurs et ça sert à rien, absolument à rien de tous les connaître, c'est une perte de temps. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, l'un des pièges c'est de rester trop sur la théorie. L'un des pièges c'est de devenir un dictionnaire du trading. Vous êtes là,
Enfin, après ça dépend de la raison pour laquelle vous l'êtes. Hein. Si c'est juste pour avoir la culture la plus large possible sur l'analyse technique, bah apprenez tous les indicateurs. Mais si vous voulez trader et gagner de l'argent, ça servira à rien. Et je pense que la motivation numéro 1 chez vous, c'est d'essayer d'appliquer le trading pour tout simplement gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc pas besoin de connaître tous les indicateurs, ça sert à rien. On va voir également les indicateurs ne font pas tout. Et surtout, il faut avoir une bonne lecture des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques ne permettent pas de lire l'avenir. Les indicateurs, c'est un calcul qui est basé sur le prix, mais sur le prix qui a été déjà coté. Ce n'est en aucun cas un moyen d'anticiper ou de prévoir ce que le prix va faire. On ne peut pas prévoir ce que le prix va faire, que ce soit avec la famille des indicateurs ou que ce soit avec la famille du price action. Le but n'étant pas là. Le but étant d'effectuer, de regarder, d'essayer de tout simplement de déterminer des conditions, des règles au sein d'une stratégie qui pourraient nous permettre d'avoir un avantage technique sur le long terme, mais en aucun cas de prévoir ce que le prix va faire. C'est pas parce que là on est en train d'avoir une moyenne mobile légèrement baissière que le prix va baisser. Le prix peut monter et puis la moyenne mobile elle s'adaptera. C'est l'indicateur qui s'adapte au prix et pas l'inverse. L'indicateur, le prix il fait la loi, le prix travaille lui-même. Après l'indicateur lui, il va juste se baser sur le nouveau prix à chaque fois. Donc faut pas inverser les rôles. C'est une aide aux traders pour mettre en place une stratégie, pour analyser. Bref, peu importe, mais ça reste une aide. C'est pas un outil magique et ça doit jamais être perçu tel quel. Faut vraiment bien le remettre à sa place. Donc comme je vous ai dit, je vais vous présenter quelques familles d'indicateurs dans cette vidéo et vous présenter quelques indicateurs pour que vous compreniez un peu comment décrypter un indicateur technique. Mais on va pas tout voir et puis je vous montrerai également en fin de vidéo, si vous voulez en apprendre plus sur les indicateurs, là où vous pouvez le faire tout simplement. Donc le but dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre la philosophie derrière les indicateurs techniques. Et de toute façon, c'est un peu le but en trading d'une manière générale. Quand on découvre un nouveau type d'analyse, un nouvel indicateur, bref, peu importe ce qu'on découvre en trading, il faut juste comprendre le fonctionnement derrière, la philosophie qu'il y a derrière. Pas besoin d'apprendre tout par cœur, d'essayer de lire tout ce qui a été dit dessus. Il faut juste essayer de prendre un peu de recul et de se dire comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, quel est l'intérêt. Et ensuite, on a rarement besoin d'en savoir plus. En trading, je dirais vraiment que ça devrait, c'est la philosophie derrière l'élément qu'on étudie. Donc avant de présenter les familles, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients des indicateurs techniques. Il y a des avantages, des inconvénients, ça paraît logique, un peu comme Matou finalement. Donc avantage d'un côté et puis inconvénient de l'autre. Alors premier avantage, qu'est-ce que je pourrais donner? C'est assez simple à la compréhension. C'est-à-dire qu'un indicateur technique, il y a une représentation qui est graphique en fait. C'est-à-dire que le calcul, il n'est pas forcément très parlant, mais on a une représentation et la représentation, elle est simple à étudier. Là, on a une moyenne mobile, bon, on est vraiment très simple, mais on a juste à regarder la courbe en fait pour savoir ce que la tendance fait. Parce qu'on prend la moyenne mobile comme un indicateur de tendance. Donc si on veut regarder la tendance, on a juste à regarder le sens de la courbe. Donc c'est simple à étudier. Et c'est le but des indicateurs, c'est de simplifier l'analyse du trader en fait. Le but vraiment de l'indicateur, le premier but de l'indicateur, c'est simplifier son travail, c'est simplifier sa lecture. Généralement, les indicateurs techniques, très rapidement, en un coup d'œil, on arrive à voir l'information en fait. Alors que quand on fait du price action, on verra un peu plus, mais il y a besoin d'un peu plus travailler, de regarder, d'observer. Ça prend un peu plus de temps. Donc ça, c'est un avantage de l'indicateur et c'est le premier avantage. C'est simple à la compréhension. Le deuxième avantage, c'est que ça nous permet de faire de l'analyse factuelle. En fait, on essaye d'éliminer au maximum l'interprétation. Et dans le price action, on verra, mais l'analyse du prix sans indicateur, parfois, c'est un peu dur d'être factuel parce que il faut quand même essayer de mettre des règles. Et quand on fait du price action, juste de l'analyse de prix, on peut parfois faire dire un peu ce qu'on veut au prix. Alors qu'avec un indicateur technique, c'est beaucoup plus dur de mentir. C'est beaucoup plus dur de mentir parce que si on émet une règle toute simple, si la moyenne mobile est orientée à la baisse et que le prix est dessous, alors la tendance est baissière et inversement, la tendance est haussière. Mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Là ça monte, le prix est au-dessus, j'ai envie de dire d'ici à ici on peut pas dire que la tendance n'est pas baissière si on décide de suivre la moyenne mobile parce que la règle est définie telle quelle, donc ça on est obligé de dire que voilà, c'est un mouvement haussier. Donc il y a une règle factuelle en fait à suivre et c'est binaire, soit oui soit non en fait.
Alors que même quand on utilise la théorie de dos, est-ce que ce sommet-là est au même niveau que le précédent? Est-ce qu'il est en dessous? Bref, parfois, on peut tergiverser un peu plus. Avec les indicateurs techniques, généralement, c'est très factuel. Et ça, alors ça peut être un inconvénient, mais moi je le mets plus comme un avantage parce que ça permet de rationaliser les choses. C'est pour ça quand on fait du trading algorithmique, généralement on utilise beaucoup les indicateurs techniques parce que déjà c'est simple à coder et puis deuxièmement les conditions elles sont simples à faire quoi. Est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on est en dessous de la moyenne mobile? Bref, c'est des choses qui sont assez simples à faire. Donc voilà. Deuxième avantage, simple à la compréhension, simple à la compréhension et simple à étudier, premier avantage. Le deuxième, factuel. Et je pense qu'on a déjà fait un bon tour. C'est déjà 2 gros avantages. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire une liste. Oui, voilà, simple à étudier, factuel, fidèle à lui-même, rationnel, factuel, rationnel, fidèle à lui-même parce que on sait qu'il se comportera toujours de la même manière. Lui, il applique un calcul. Donc notre perception de la théorie de dos, elle peut changer dans 2 ans. Théoriquement, elle n'est pas censée changer si on a bien appris les bases. Mais alors l'analyse de la moyenne mobile, on peut revenir dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle s'étudiera toujours de la même manière. Qu'est-ce qu'elle nous indique quoi? Est-ce qu'elle est à la hausse? Est-ce qu'elle est à la baisse? Est-ce que le prix est au-dessus, en dessous? Est-ce qu'il y a un croisement? L'indication de la moyenne mobile sera toujours fidèle à elle-même. Donc on revient un peu là-dessus. Et maintenant les inconvénients. Déjà, ça peut être un peu impersonnel parce que les indicateurs ont vu qu'ils nous disent des choses extrêmement précises, on peut pas leur utilisation est limitée en fait. Donc on utilise un peu tous de la même manière une moyenne mobile. J'ai pas envie d'entendre qu'un trader va me dire tout le monde utilise la moyenne mobile, mais moi je l'utilise différemment. Venez écouter mon secret. Non, c'est faux. La moyenne mobile, il n'y a pas 15 000 manières de l'utiliser. Il y a quelques façons, il y a 2-3 éléments à regarder, mais voilà, du coup il y a un côté un peu impersonnel et parfois pour créer des stratégies ça peut poser problème, mais pas forcément. Et puis le deuxième inconvénient, parce que j'ai trouvé 2 avantages, j'ai trouvé 2 inconvénients, le deuxième inconvénient, et pas des moindres, c'est que c'est un intermédiaire à la compréhension du prix. Quand on fait du price action, directement on analyse ce que le prix fait. Donc on a une analyse un peu en direct. Alors que quand on analyse avec des indicateurs techniques, on a un intermédiaire en fait. Pour déterminer la tendance avec les moyennes mobiles, on ne regarde pas ce que le prix fait, on regarde ce que la moyenne mobile fait. Et cet intermédiaire peut parfois altérer un peu notre compréhension du prix. Donc je dirais que c'est l'inconvénient, l'inconvénient qui fait aussi lui d'un avantage. C'est un intermédiaire, cet intermédiaire permet de simplifier la compréhension, mais vu qu'il simplifie, parfois on s'éloigne aussi un peu de ce que le prix fait. Donc en fait les avantages et les inconvénients, et ça c'est souvent le cas d'ailleurs, ils sont liés. On a un côté, le bon côté des choses c'est l'avantage, le mauvais c'est l'inconvénient, donc voilà. Mais oui, ça reste un bon élément, mais du coup on a un intermédiaire, on n'est plus dans la lecture du prix. On lit un outil qui nous permet de comprendre le prix. Donc, on passe par un intermédiaire. Et forcément, on s'éloigne parfois de la compréhension du prix directement. Mais c'est à la fois le but et l'inconvénient finalement des indicateurs techniques. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients des indicateurs techniques. Maintenant, je vais regarder un petit peu plus en précision les familles d'indicateurs. Ça, c'est intéressant à connaître, et peu de gens les étudient, excusez-moi, les familles d'indicateurs techniques. C'est-à-dire que quand on crée une stratégie, il faut prendre en compte la famille de l'indicateur, parce qu'on va voir que tous les indicateurs n'ont pas le même sens et que faut pas trop s'éloigner de ça. Donc les familles des indicateurs, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement les indicateurs de tendance. Alors tous les indicateurs ne rentrent pas dans ces familles. Je vais citer 4 familles. En soi, je pourrais en citer plus. Je vais y arriver. Je pourrais en citer plus, mais c'est pas le but. Le but, c'est de citer un nombre de familles assez réduit. Et on va voir que 95% des indicateurs font partie de ces 4 familles-là. Donc, premièrement, on a les indicateurs de tendance, les indicateurs techniques de tendance. On a les moyennes mobiles, on a le parabolique SAR, on a par exemple le Kumo, le nuage d'Ishimoku. On a plein d'indicateurs de tendance. On a également les indicateurs de volume, les indicateurs de volume.
Donc on en a plusieurs, on a les volumes en fonction de la période de temps, en fonction des niveaux de prix, donc le volume profile. On a plusieurs indicateurs de volume, on a l'OBV, l'on-balance volume, on a plusieurs indicateurs de volume, parce que parfois on a le volume brut, le volume avec un petit calcul, on a le VWAP aussi qui est un peu de prix, un peu de volume. Donc on a pas mal d'indicateurs de volume différents. On a les oscillateurs, donc ça c'est une famille à part. Les oscillateurs, on va en parler juste après. Et puis ensuite on a les indicateurs de volatilité. Les indicateurs de volatilité. Donc notamment les bandes de Bollinger que j'apprécie beaucoup et que pas mal de gens apprécient. Donc on a ces 4 familles-là. Et 95% des indicateurs que vous pouvez me citer, je peux les rentrer dans ces 4 familles-là. Et donc à chaque fois, on va voir que c'est plus ou moins la même chose. Un indicateur tendance, on n'a pas besoin d'en utiliser 4. Une fois qu'on en a un, on a cette indication de tendance. Donc en fait, quand on crée une stratégie, il faut bien si on décide de créer une stratégie avec des indicateurs techniques et non avec du price action, faut toujours se référer à ces familles-là. Parce que moi, parfois, on me présente des stratégies, il y a 4-5 éléments dans cette stratégie, mais il y a 3 oscillateurs et 2 indicateurs tendance. Donc on a des informations qui sont redondantes et parfois elles sont un peu contradictoires parce que il y a plusieurs indicateurs de tendance, mais donc ils n'indiquent pas tous la tendance au même moment. Sinon, on aurait un même calcul, une même représentation. L'un va parfois nous indiquer une tendance haussière, l'autre nous indiquera une tendance neutre. Il faut savoir que les indicateurs de tendance, les indicateurs techniques d'une manière générale, comme je vous l'ai dit, ils ne prévoient pas ce que le prix va faire. Donc, c'est pas parce qu'on nous dit qu'on est dans une tendance haussière qu'on est dans une tendance haussière. Mais tout comme la théorie de dos, il y a une faille à l'analyse. Étant donné qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 minute, dans 1 heure, dans un jour, toute l'analyse qu'on fait sur le prix actuel ne permet pas vraiment de prévoir ce que le prix va faire. Et c'est pas ça le trading. Le trading, c'est vraiment essayer de comprendre quelles sont les petites indications que je peux voir en temps réel qui vont me permettre d'avoir une probabilité de savoir comment le prix va réagir. Et si j'arrive à prendre un avantage sur le marché, je sais que j'aurai pas raison dans tous les cas, même que j'aurai tort et même régulièrement, mais j'arriverai à gagner plus d'argent que j'en perdrai. Et les indicateurs tendance, même quand je prends une moyenne mobile et que je trade avec une moyenne mobile, si je trade les tendances, et parfois ma moyenne mobile m'indiquera une tendance haussière. Donc moi je vais suivre cette tendance, je vais acheter le marché en fonction de certaines conditions, mais juste après il y aura un retournement de tendance et je perdrai mon trade, je perdrai ma position. C'est pas la faute de la moyenne mobile. Peut-être qu'à un moment je prendrais le parabolique SAR et que si j'avais pris le parabolique SAR, lui il m'aurait déjà indiqué ce retournement de tendance alors que la moyenne mobile ne me l'avait pas encore indiqué. Et donc si j'avais suivi le parabolique SAR, j'aurais peut-être pas pris position et j'aurais gagné, j'aurais pas perdu cet argent-là. Mais peut-être qu'à un autre cas, ça serait l'inverse. J'aurais pu, le parabolique SAR m'aurait indiqué un retournement de tendance qui n'a pas eu lieu. Donc j'ai pas pris position, alors que si j'avais écouté mes moyennes mobiles, elle m'aurait dit de prendre position. Bref, faut faire des choix. Même dans les indicateurs tendance, il y a des dizaines d'indicateurs tendance, ça sert à rien d'en utiliser plusieurs, il faut en prendre un et en suivre un. Et voilà. Pareil pour les oscillateurs, pareil pour les indicateurs de volatilité. Le volume, on peut utiliser plusieurs volumes, même si ça sert pas vraiment à grand chose d'entasser les volumes dans tous les sens. Mais d'une manière générale, quand on crée une stratégie, on n'a pas besoin de prendre 15 éléments, 8 éléments, 30, enfin bref, faut se restreindre à certaines choses et ça paraît logique. Donc ça, c'est les différentes familles. Alors l'utilité de ces familles-là, les indicateurs tendance, je pense que ça parle d'elles-mêmes, c'est pour nous indiquer la tendance du marché. Les indicateurs de volume, le volume. Alors soit c'est des volumes en fonction du temps, c'est-à-dire là, le 3 février à 11h, quel est le volume ? On est en 4 heures, donc de 11h jusqu'à les 4 heures d'après, pendant 4 heures, quel va être ces volumes, quel va être le volume, quel va être le volume. Donc soit on a des volumes en fonction du temps, en fonction des chandeliers, ou soit on a des volumes en fonction des niveaux de prix. C'est-à-dire dans cette zone, dans ce niveau de prix, quel est le volume ? Quel est le volume dans ce niveau de prix ? Donc en fait, c'est tout ça qui est vu. Donc on a ces deux grosses familles en fait. On a les volumes qui sont sur l'ordonnée et les autres sur les abscisses. Sur les abscisses c'est en fonction du temps, sur l'ordonnée c'est en fonction des niveaux de prix. Donc les indicateurs de volume, c'est pour nous indiquer les volumes. En gros, que les ordres échangés, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'ordres échangés ou peu d'ordres échangés durant une période. Les oscillateurs, famille un petit peu particulière. Je vais d'abord parler des indicateurs de volatilité, c'est plus simple. Volatilité, pourquoi ? Est-ce que le marché est dans une période de volatilité importante ou non ?
Est-ce que le marché décale rapidement? Est-ce qu'il est aspiré à la hausse ou à la baisse rapidement? Ou est-ce que le marché, il n'a pas de volatilité? Est-ce que le marché évolue latéralement sans vraiment créer de nouveaux prix, quoi? Est-ce que le marché est dans une période un peu molle? Ou est-ce que le prix, il oscille beaucoup, il monte beaucoup, il descend beaucoup? Est-ce que le prix bouge beaucoup finalement? Donc les indicateurs de volatilité permettent tout simplement d'avoir des indications là-dessus. Et puis, les indicateurs, les oscillateurs. Alors les oscillateurs, qu'est-ce que c'est? C'est une famille d'indicateurs avec des courbes en fait qui vont osciller. Dans quel but? Tout simplement dans le but d'évaluer un petit peu la puissance du mouvement, la puissance d'une hausse ou d'une baisse. Les oscillateurs, c'est une petite courbe qui évolue pour nous indiquer la puissance. Alors elle n'est pas directement sur le prix, elle est généralement en dessous. Donc je vais en mettre un, que vous avez certainement déjà entendu parler, le RSI. Donc voilà, là j'ai ajouté le RSI. Et en gros, c'est une courbe qui n'est pas sur le prix, qui est en dessous et qui nous indique, mais on va le voir un peu après dans la vidéo, qui nous indique la puissance du mouvement. Je vais en ajouter un autre et vous allez voir qu'ils sont tous en dessous et c'est des courbes qui évoluent ici dans plusieurs zones en fait. Et c'est censé, je dis c'est censé parce qu'encore une fois, ils peuvent pas le faire avec précision extrême, mais voilà, le stochastique, c'en est un autre. C'est une courbe en dessous qui nous indique sa puissance. Et les mouvements sont pas les mêmes, les calculs sont pas les mêmes. Là, il y a deux courbes, là, il y en a une. On a 3 zones à chaque fois, hein, mais on va voir que ça se répète souvent. Bref, on a plein d'oscillateurs comme ça. Donc ça, c'est la 4e famille. Et il y en a beaucoup des oscillateurs. Et généralement, il y a pas mal de gens qui aiment bien entasser dans des stratégies plusieurs oscillateurs, mais ça sert rarement à grand-chose. Donc voilà, on a vu les avantages, les inconvénients, les familles d'indicateurs. Et donc maintenant, je vais vous présenter quelques indicateurs. Donc voilà, maintenant, deuxième partie de la vidéo, je vais présenter quelques indicateurs, pas tous, mais vous allez juste pour voir un petit peu. Les moyennes mobiles, je vous les présentais rapidement. C'est l'indicateur par défaut de l'analyse technique, c'est l'indicateur par lequel tout le monde commence. C'est un indicateur qui est très populaire, qui permet de nous donner, comme je vous l'ai dit, la tendance. En fait, ça nous lisse le prix. Le prix a des mèches, a des corps, a des ondulations, donc parfois on ne voit pas trop dans quelle phase se trouve le prix. Et la moyenne mobile permet de nous lisser ça. Alors je pourrais la mettre en plus gros, comme ça on verra un peu mieux, mais ça nous permet tout simplement de lisser un peu ce que le mouvement fait. Et si on s'en suit à la courbe bleue, on peut omettre un petit peu toutes les imprécisions du prix, les petites oscillations, pour voir un peu ce que le prix fait d'une manière lissée, plus rapidement sous les yeux, quoi. C'est un indicateur populaire, très utilisé. Il y a plein de types de moyennes mobiles. Encore une fois, à chaque fois, on peut décomposer l'analyse. Déjà, quand on analyse l'analyse technique, l'analyse fondamentale, par carnet d'ordre, ensuite dans l'analyse technique, il y a plusieurs familles. Donc, il y a l'analyse, il y a le price action et il y a les indicateurs techniques. Dans les indicateurs techniques, il y a plusieurs familles. Et même dans les moyennes mobiles, il y a plusieurs moyennes mobiles. Donc, vous voyez, les possibilités sont larges, mais il ne faut pas se perdre dans tout ce monde qu'est l'analyse technique. Généralement, les choses sont plus simples que ça en a l'air, du moins avec le temps. Donc il y a plusieurs types de moyennes mobiles. Il y a les moyennes mobiles simples, comme celle-ci. Il y a les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles pondérées. Dans tous les cas, ça fait la moyenne mobile, mais ensuite on peut coefficienter certains paramètres pour avoir une moyenne mobile plus ou moins réactive. En gros, on peut faire des calculs un peu customisés pour avoir des indications un peu différentes. Mais les moyennes mobiles simples sont déjà très bien et suffisent. Sauf si vous décidez d'en avoir une autre utilité. Donc, les deux principales utilités des moyennes mobiles, comme je vous l'ai dit, c'est de repérer la tendance. Enfin, c'est la principale utilité. La deuxième, ça peut également nous permettre de comprendre dans un certain cas parfois la volatilité. Si on a une moyenne mobile qui commence à monter très rapidement, c'est qu'on peut être dans une volatilité assez importante en fonction de... Alors c'est pas vraiment l'indication de base, mais parfois on peut s'en servir un petit peu comme ça. Ensuite, il y a le paramétrage de la moyenne mobile, parce qu'une moyenne mobile on la paramètre comme on veut. Je peux la faire rentrer sur des périodes assez courtes, par exemple 20, et on va voir qu'elle est beaucoup plus collée au prix, elle suit beaucoup plus que le prix fait. Et après, je peux faire une moyenne mobile longue et mettre par exemple au milieu de 20, je rajoute un 0,200 et elle va être beaucoup moins collée au prix et elle va être beaucoup plus lissée en fait. Donc ça dépend également de ce qu'on veut faire, des tendances qu'on souhaite avoir. Mais vous voyez, quand on a un marché qui est plutôt neutre comme ici, on a une moyenne mobile qui est plutôt plate.
elle évolue sans vraiment être à la hausse, sans vraiment être à la baisse, mais elle est plutôt plate. Si j'avais mis une moyenne mobile 20, elle aurait eu plein d'oscillations et donc on aurait eu un petit peu moins cet aspect neutre parce que là on aurait eu plus une tendance haussière, là un mouvement un peu plus baissier. Donc ça dépend. On peut avoir un paramétrage court. Donc si on a un paramétrage court de la moyenne mobile, elle sera beaucoup plus réactive, beaucoup plus proche au prix, avec parfois un peu plus d'imprécision et elle subira un peu plus le bruit de marché, un peu plus voilà, le côté dégueulasse du marché. Si on la met sur un paramétrage long ou même extrêmement long, 400, forcément elle sera beaucoup plus lissée. Mais par contre... elle n'est pas réactive, quoi. Le temps qu'il y a un retournement de tendance, le temps que la moyenne mobile passe à la hausse, le marché sera déjà à la hausse depuis quelques temps en soi. Donc, paramétrage court ou long, voilà. Il n'y a pas vraiment de meilleure solution, ça dépend de ce qu'on recherche derrière. Après, on peut très bien avoir plusieurs moyennes mobiles. Je vous ai dit, il ne faut pas trop entasser les indicateurs tendance, mais on peut avoir plusieurs moyennes mobiles, avoir une moyenne mobile longue et une moyenne mobile courte si on a l'utilité d'avoir plusieurs moyennes mobiles. Donc, on peut en soi en avoir une moyenne mobile 20, 50 et une 100 ou 200. Et ça peut très bien s'utiliser comme ça. Donc maintenant, quels sont les 3-4 éléments qu'on regarde avec les moyennes mobiles? Généralement, les éléments qu'on regarde, c'est... les éléments qui reviennent, ça sert à rien de regarder tout. Si, peut-être vous pouvez regarder tous ces éléments, mais généralement, on regarde l'orientation de la moyenne mobile. Donc, premièrement, on a cet élément-là, c'est l'orientation de la moyenne mobile. Donc en gros, est-ce que la moyenne mobile est dirigée à la hausse ou à la baisse? Ensuite, on a le prix par rapport à la moyenne mobile. Le prix par rapport à la moyenne mobile, par rapport à la moyenne mobile. Donc, en gros, est-ce que le prix est au-dessus, en dessous? Donc, ça, c'est généralement pour déterminer les tendances. Ensuite, dans des stratégies, on a des croisements avec la moyenne mobile. Croisement entre le prix et la moyenne mobile. Avec la moyenne mobile, c'est-à-dire, parfois, il y a des stratégies de croisement de moyenne mobile. Je vous assure, malheureusement, on ne peut pas trader simplement avec un croisement de moyenne mobile. C'est pas parce qu'on a croisé à la baisse que là ça baisse et que ça va être toujours le cas. Faire une stratégie gagnante uniquement sur ce principe-là, c'est assez compliqué. C'est pas vraiment optimal, mais il y a des gens qui arrivent à mettre en place des stratégies avec l'un des éléments qui est comme ça. Donc il y a les croisements avec la moyenne mobile, il y a les croisements entre moyennes mobiles. Donc pour ça, il faut en avoir plusieurs. Croisements entre moyennes mobiles, donc généralement il faut avoir des moyennes mobiles de paramétrage clairement différents, donc une moyenne mobile courte et une moyenne mobile beaucoup plus longue. Moyenne mobile, par exemple, on va la baisser un peu, elle est 400, 200, et je vais mettre 20. Et donc on va avoir des croisements de ces moyennes mobiles là. Par exemple ici on a la moyenne mobile 20 qui croise à la baisse la moyenne mobile 200. Ici on a la moyenne mobile 20 qui croise à la hausse la moyenne mobile 200. Donc on a cette indication là. Donc ça peut, à quoi peut nous servir ces croisements de moyenne mobile? Nous indiquer les tendances parfois, être un élément supplémentaire. Quand on a la moyenne mobile courte qui est au-dessus de la moyenne mobile longue, on peut faire dire certaines choses. Quand la moyenne mobile courte est en dessous de la moyenne mobile longue, on peut en faire dire d'autres. Ça peut être aussi des conditions dans certaines stratégies, tout comme le croisement avec la moyenne mobile. Et donc en général, là, on a déjà vu pas mal de choses. Les moyennes mobiles, de toute façon, on peut pas faire dire la lune à ça. Donc l'orientation, le sens, le prix par rapport à la moyenne mobile, le croisement entre le prix et la moyenne mobile et le croisement entre plusieurs moyennes mobiles. Et là, déjà, on a une compréhension à 70% quasiment ou 80% de ce qu'est une moyenne mobile. Après, il faut appliquer, comprendre un peu plus sur le prix de son côté sans regarder de vidéo, mais voilà. Donc là, on a déjà un bon résumé des moyennes mobiles. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre comme indicateur technique? Il y a les bandes de Bollinger aussi. Donc là, c'est plus un indicateur de tendance, ça va être un indicateur de volatilité. Donc les bandes de Bollinger, et je vais effacer ça même, les bandes de Bollinger qui s'appellent Bollinger Bands en anglais, Bollinger Bands, donc ça, cette représentation-là, voilà, en fait c'est un canal, donc on voit combien de courbes? 3, 1, 2, 3, et quand on relie la courbe du haut et la courbe du bas, c'est rempli d'une certaine couleur et c'est tout simplement un canal. Alors il y a un paramétrage par défaut, ce paramétrage par défaut c'est 22, 0, 20, 22, ouais 22, on va rester sur ça. En gros, ça c'est le moyenne mobile au milieu, ce qu'on a, donc comme l'indicateur de base.
Donc si je mets une moyenne mobile 20, on aura exactement la même chose. Hein. C'est une moyenne mobile, je peux vous l'assurer. Moyenne mobile, boum. Hop, on va la paramétrer sur 20. Donc là, on voit qu'elles sont à des niveaux différents. On a la bleue et la orange. Mais si je mets 20, et bah, les deux seront superposés, hein, orange et bleu. Donc c'est vraiment une moyenne mobile. Et ensuite, ces deux courbes-là, c'est l'écart type par rapport à les moyennes mobiles. Et c'est un écart type de 2 en fait. Et donc, ça nous donne une bande supérieure, une bande inférieure. Et donc, c'est un indicateur de volatilité et aussi, finalement, un indicateur de tendance parce qu'on a une moyenne mobile au milieu. Même si, quand on utilise les bandes de Bollinger, l'indication principale, c'est ce canal. Donc, le lien entre cette courbe haute et cette courbe basse, le remplissage, quoi. La moyenne mobile au milieu, on peut l'utiliser, mais c'est une moyenne mobile, donc c'est pas vraiment le but de cet indicateur. Nous, on va plutôt regarder la volatilité liée à cet indicateur. La volatilité, en fait, c'est tout simplement la compression et l'écart entre ces moyennes mobiles. Vous voyez, parfois, on a un écart important entre ces moyennes mobiles et parfois, on a un écart réduit. Ici, on voit que les deux moyennes mobiles, enfin les deux courbes, le canal, il est assez petit. Il est assez petit. Ça veut dire qu'en gros, on a une volatilité qui est assez restreinte. Ici, la volatilité est très basse parce qu'on a deux courbes qui compressent en fait le prix. Le prix a peu de volatilité. Et puis parfois, on a des bandes qui vont s'écarter, diverger et qui vont avoir un écart assez important. Ça voudra dire qu'on sera dans une période de volatilité assez forte. Donc ça, c'est un indicateur de volatilité. On peut en faire plein d'études et d'ailleurs, on en parle pas mal dans le programme de formation. On a établi certaines stratégies avec, donc voilà, c'est des choses dont on revient pas mal durant le programme, de formation. Donc c'est des choses que vous pourrez retrouver si vous faites le choix d'y aller. Vous verrez que les bandes de Bollinger, c'est un très bon outil pour étudier le prix, pour étudier aussi l'âge de la tendance, pour étudier pas mal de choses. Donc voilà ce qu'est les bandes de Bollinger. On a, je répète, 3 courbes, la moyenne mobile au milieu, l'écart type supérieur et l'écart type inférieur ici. C'est tout simplement un calcul. À quoi ça sert? Ça sert à évaluer la volatilité, à sonder la volatilité du prix. Si on a par exemple des courbes qui convergent, c'est qu'on a une volatilité de plus en plus faible, donc ça peut nous faire dire certaines choses. Si par exemple elles divergent et qu'elles partent dans un sens et l'autre dans l'autre, c'est qu'on a une volatilité qui est en train d'exploser. Ça peut également nous servir donc à évaluer la phase dans laquelle se trouve le marché. Est-ce qu'on est un marché en range ou un marché en tendance? Si on a une volatilité, je ne sais pas, assez faible comme ça, où les bandes de Bollinger sont parallèles, on aurait un marché plutôt latéral. Et puis si au contraire la volatilité explose, on peut avoir une tendance directionnelle qui est en train de se créer. Donc ça peut nous indiquer les différentes phases du prix. Est-ce que le marché accumule ou est-ce que le marché distribue? Et les bandes de Bollinger peuvent nous permettre à étudier tout ça. Et puis c'est assez réactif, hein, c'est un calcul qui est assez faible, donc on a une réactivité assez importante. Généralement on utilise les bandes de Bollinger avec le paramétrage par défaut, donc on peut modifier ce paramétrage, mais il y en a peu qui le font, et par exemple à titre personnel, moi qui utilise beaucoup les bandes de Bollinger, j'utilise toujours le paramétrage par défaut. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'utilité à le faire. Quand on utilise le paramétrage par défaut, c'est donc la moyenne mobile 20, et l'écart type multiplié par 2 en fait de ces deux bandes là, donc on garde ce paramétrage là, et avec ce paramétrage il y a des études qui montrent que le prix est conservé dans le canal 95% du cas, donc on a un prix qui est volontairement souvent dans le canal. Il peut sortir, hein, il n'est pas interdit de sortir, mais généralement quand il sort pas très longtemps, car les bandes suivent ce mouvement en fait. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les bandes sont resserrées, plus on a un mouvement qui compresse, et plus on peut également s'attendre à un futur mouvement fort qui aura lieu. Donc après on peut les étudier, hein. Il y a plein de choses à dire dessus. Là parfois on a des beaux cas, on a des marchés qui compressent, ici, boum, boum, et puis ensuite on a un marché qui part en tendance. Marché compresse, boum, tendance. Donc on peut faire dire certaines choses comme ça. Donc voilà pour les bandes de Bollinger. On peut passer à des oscillateurs. Alors les oscillateurs, je prends le plus connu, hein. Comme tout à l'heure je vous ai mis le RSI. Donc là c'est tout simplement le RSI, c'est une courbe qui est en bas.
Et on a tout simplement un indicateur qui nous permet de repérer, nous indiquer, sonder un peu la puissance d'une tendance, si la tendance est épuisée ou si elle est en pleine puissance, en plein début, où en est un petit peu ce mouvement. Et donc ça va nous permettre de détecter, de qualifier un peu le mouvement en cours. Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est à la fin? Est-ce qu'il est un peu mort? En gros, on a trois phases. On a, enfin trois zones. Vous voyez, hein, ça c'est un oscillateur qui est borné. Hein. Il est borné de 0 à 100. Il y a des oscillateurs qui sont non bornés. Donc il y a plusieurs types d'oscillateurs, c'est toujours le cas, mais ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. Donc de 70 à 100, on a une zone qu'on appellera une zone de surachat. Donc je vais écrire juste surachat. Ici, on a la zone d'équilibre entre 30 et 70. Et entre 30 et 0, on a une zone de survente. On a une zone de surachat, une zone d'équilibre, une zone de survente. Théoriquement, quand on est dans une zone de surachat, c'est que le marché est suracheté et donc que la tendance est en train de s'épuiser. Donc là, vous voyez, le marché est suracheté, il est qualifié comme suracheté par le RSI, donc il faut qu'il respire. Vous vous souvenez, dans une tendance, le marché ne monte pas linéairement. Il monte en faisant des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections. Et quand il est à la fin de l'impulsion, alors là, je fais une explication vraiment théorique, hein, parce que le RSI, c'est pas ça. Il ne peut pas nous indiquer quand est-ce qu'il y a un retournement de marché. Il ne lit pas l'avenir, comme je l'ai dit. Donc quand il y a un surachat, quand il y a une fin d'impulsion, il a tendance à être en surachat. Et donc, boum, le marché repart un peu à la baisse. Lors d'une période, lors d'une tendance baissière, s'il est survendu, s'il est à la fin de son impulsion baissière, il est survendu. Et après, il va retourner à l'équilibre, et puis ensuite, boum, survendu. Équilibre, boum, survendu. Par contre, on ne peut pas mettre en place une stratégie de se dire, dès qu'il est en surachat, je vends. S'il est en surachat, c'est qu'il va revenir à l'équilibre. Parce que regardez, il passe en surachat ici, à ce chandelier-là. Sauf qu'ensuite, on est quand même monté pendant tout ça. Donc si on se met à vendre dès maintenant, hein, dès ici, on se mange tout ça dans la face. Et ça fait mal. Mais on peut quand même utiliser ces zones de surachat et de survente. Hein. Il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus. Il y a également les divergences qu'on peut utiliser avec ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les divergences parce qu'on a fait des vidéos dessus et j'en parlerai plutôt à la fin de la vidéo pour les personnes qui veulent en apprendre plus sur les divergences. On a ça pour vous. Donc voilà, là je suis sur Wikipédia, RSI qui signifie Relative Strength Index, donc la force, un indice de force relative. On a ce calcul-là, hein, 100 moins 100 sur 1 plus H qui signifie la moyenne mobile exponentielle des hausses au cours des N derniers jours et la valeur absolue de la moyenne mobile exponentielle des baisses au cours des N derniers jours. N, c'est le paramétrage et le paramétrage par défaut c'est souvent 14. Donc c'est les 14 derniers jours. Enfin le paramétrage par défaut du RSI c'est 14. Et tout le monde l'utilise généralement avec 14, mais après c'est des choses qu'on peut modifier également. Bon, ça c'est la formule qui est un petit peu chiante, mais on n'a pas vraiment besoin de la savoir, parce que nous ce qui nous intéresse c'est que faire de cette courbe, de ce RSI, pas le calcul qu'il y a derrière, le calcul il est appliqué automatiquement. Donc on n'a pas besoin de savoir le faire, c'est pas nous qui allons calculer le RSI à la main, et heureusement. Donc voilà, ça c'est le RSI, on a directement cette représentation là, avec ces trois zones. On a le surachat, le survente, ça peut s'utiliser avec d'autres indicateurs, hein, à chaque fois, hein, les moyennes mobiles, même avec du price action, hein, la moyenne mobile, le RSI, les bandes de Bollinger, tout ça s'utilise avec d'autres indicateurs. Hein. C'est pas des choses qui se suffisent à elles-mêmes pour trader généralement. Retenez bien ça, on ne peut pas trader qu'avec les bandes de Bollinger, uniquement avec c'est très compliqué du moins. Donc généralement on utilise plusieurs indicateurs. Et puis l'une des grosses utilités aussi de ces zones-là, mais c'est aussi les zones. À 50, on a donc la zone d'équilibre par excellence. Et puis ensuite, plus ça monte, plus on a un marché qui est acheté. Donc la puissance est de plus en plus haute. Mais donc si le marché passe dans cette zone de surachat, il peut tendre vers l'équilibre et revenir à sa normale, à sa zone d'équilibre tout simplement. Donc on peut étudier cette zone ce niveau des 30, ce niveau des 50, ce niveau des 70. Et puis également les divergences qui sont un bon élément
des moyennes, des oscillateurs. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller voir ça tout de suite, mais parce que je pense que le but c'est quand même de finir cette formation de trading pour débutants, mais après vous aurez l'occasion peut-être d'aller voir ça. Donc ça c'est le RSI. Il y en a un autre qui est très connu, qui est le stochastique. Il y a le MACD aussi, mais bon, on va pas pouvoir tous les voir. Le stochastique c'est pareil, hein. Il est borné. On a une zone, pareil, un paramétrage par défaut. Quand on ajoute un indicateur sur TradingView, ici, on a toujours le paramétrage par défaut. Donc on a ces zones, hein, zone de surachat, zone d'équilibre, zone de survente. Alors la zone de surachat, ici c'est de 70 à 100, là c'est de 80 à 100, et donc la zone de survente c'est de 0 à 20, mais pareil. Hein. Et puis ici on a une particularité, bah, déjà on voit qu'on oscille un peu plus entre les zones, hein. On vient plus souvent en zone de surachat et en zone de survente. Et puis on a deux courbes, donc on peut étudier en plus de ça le croisement des courbes. Parfois on a ces courbes qui se croisent, et parfois ces courbes elles se croisent dans des zones extrêmes, et ça peut être intéressant. Donc là c'est encore un autre calcul. Bah, déjà il y a deux calculs, hein. Il y a un calcul finalement pour chaque courbe. Enfin un calcul, l'un est basé sur l'autre, donc on a un paramétrage qui est par défaut qui est aussi de 14, et tout simplement le calcul est encore une fois basé sur le prix, hein. Donc c'est les prix, c'est calculé sur le prix, hein. On voit ça, peu importe, c'est toujours calculé sur le prix. Si vous voulez savoir comment est calculé, je vous le montrerai à la fin si vous voulez. Donc enfin je vous le montrerai, ou vous pouvez aller le voir parce qu'on a une playlist indicateurs techniques sur la chaîne. Donc, mais le but c'est pas trop de vous embrouiller avec tous les indicateurs qui existent, parce que ça servirait pas à grand chose. Donc pareil, comment on étudie le stochastique, c'est les zones de surachat, les zones de 50, les zones d'équilibre, les divergences. Je vous ai parlé du principe sans vraiment le détailler. Enfin, je vous ai dit que ça existait les divergences. Bah ici on a les divergences, parce qu'en fait c'est de la même famille. Donc ça sert à rien pour moi d'avoir des stratégies avec un RSI, un stochastique, un MACD et empiler les oscillateurs. Parce qu'on voit que déjà ils sont pas partout, là il est en zone de survente, lui il est pas en zone de survente, hein, donc ils sont pas tout le temps au même niveau, et c'est normal, le calcul est différent. Mais donc ensuite ça peut nous embrouiller, parce qu'on a deux oscillateurs, mais lequel est vrai, lequel est faux, et faut pas trop le voir comme ça selon moi. Donc faut pas trop s'embrouiller là-dessus, je trouve. Bon voilà, on a eu pas mal d'indicateurs, j'espère quand même avoir été clair sur ce qu'est un indicateur, l'utilité d'un indicateur, les familles des indicateurs, et surtout ne vous laissez pas avoir à essayer d'explorer tous les indicateurs, à essayer de comprendre quel est l'indicateur parfait, quel est l'indicateur miracle, quel est l'indicateur qui va nous permettre de donner une stratégie, la meilleure stratégie possible, quel est le meilleur indicateur. Ça c'est une question qu'on a souvent chez les débutants. Quels sont les 3 meilleurs indicateurs? Ça dépend de ce que tu veux. Il y a des familles d'indicateurs. Toi, c'est quoi ta stratégie? Et quel indicateur serait le mieux pour ce que tu étudies, pour les actifs que tu traites? Tu vois, quand on me pose la question quels sont les meilleurs indicateurs, et comment vous voulez que je réponde? C'est pas possible. Donc là, on se retrouve sur notre chaîne, hein, donc sur YouTube, là où vous êtes, Bourse Profit. Vous allez dans playlist, hein, ici, vous êtes à accueil, vous allez dans playlist. Et donc, on a pas mal de playlists déjà, donc vous pouvez voir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, hein, ça vous permettra de regarder ce contenu et puis d'être là quand il y a de nouvelles vidéos qui sont postées. Et puis également, il y a tout simplement une playlist des indicateurs techniques qui est ici, les indicateurs techniques. Donc là, je reviens sur les différents types d'indicateurs techniques, les moyennes mobiles, les RSI, points pivot, bande de Bollinger, MACD, stochastique, l'ATR, le parabolique SAR, comment trader les divergences, bien comprendre le canal de Donchian, un autre indicateur, bref, il y a tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder cette playlist qui pourrait vous aider. On a même également parlé d'un indicateur qui est encore plus complexe, qui s'appelle Ishimoku. On a livré une stratégie là-dessus d'ailleurs, gratuitement sur YouTube. Ishimoku, c'est un système d'indicateurs. On va voir qu'en fait, il y a plein de courbes à Ishimoku. Mais alors, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Vous voyez, tout à l'heure, les moyennes mobiles, il y avait une courbe. Les bandes de Bollinger, il y en avait 3. Bah, ici, il y en a 5. On a, si on regarde bien, et puis il y a des temporalités. On a ces deux courbes qui ont une projection vers l'avenir, et le remplissage, ça donne un nuage, hein. Soit le nuage est vert, soit le nuage est rouge. On a une rouge, une bleue ici, on en a une autre qui est bloquée dans le passé, qui avance avec un petit décalage. Donc on a 5 courbes, donc ça c'est un système complet. Donc déjà, celui-là, on a moins de besoin de l'utiliser avec d'autres indicateurs. Tout à l'heure, je disais les indicateurs ne peuvent pas suffire à lui-même. Oui, mais en fait, cet indicateur, c'est un indicateur, mais qui a plusieurs indicateurs. Donc, il y a un indicateur qui est également performant et très utile. Donc voilà, indicateur technique. Et puis après, formation Analyse Technique Pro aussi. Hein, j'en profite maintenant pour en parler, mais
Là-dedans, on parle de plein de choses sur l'analyse technique. Donc ça peut vous être vraiment utile de vous abonner. VWAP aussi, c'est un indicateur qu'on n'a pas mis dans notre playlist, qu'on pourrait le mettre. Le VWAP dont je vous ai parlé. Puis après, vous pouvez taper ce dont vous avez besoin. Hein. On a fait 300 vidéos. Donc si vous tapez bourse profit divergence, voilà, comment trader les divergences, masterclass divergence RSI formation complète, l'indicateur sur le stochastique où on parle aussi des divergences. Donc on parle un peu de tout ça. Celle-là, c'est pour les gens qui ont compris cette vidéo. Après, je vous invite à aller sur celle-ci si vous voulez savoir plus sur les divergences. Bref, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui sont intéressés pour suivre le prochain épisode et puis pour regarder les vidéos de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce en l'air, un pouce bleu, à mettre un commentaire, ça permet de référencer la chaîne si vous appréciez le contenu qu'on fait. Vous pouvez également rejoindre notre programme de formation si vous intéresse, il est dans la description, il y a une vidéo de présentation de ce programme-là, de ce qu'on aborde. C'est un programme qui a lieu en plusieurs semaines, avec également un accompagnement sur notre forum où vous avez la réponse des formateurs de Bourse Profit rapidement, et puis nous on vous encadre pour vous accompagner vers la rentabilité sur les marchés. Merci à tous de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine vidéo.